L'âge de départ légal à la retraite en France est aujourd'hui de 62 ans. La volonté, c'est de l'augmenter à 64 ans parce que nous sommes confrontés à un déséquilibre du système des retraites qui, s'il n'est pas réformé, amènera 500 milliards d'euros de déficit sur les 25 prochaines années. Et ce déficit, il vient du fait que la démographie évolue. Quand vous aviez 3 actifs pour un retraité dans les années 70, vous en avez aujourd'hui 1,4 actifs pour un retraité. Et donc tout ça va mécaniquement se propager. Donc oui, il faut réformer notre système des retraites. C'est une question d'indépendance, c'est une question de sérieux budgétaire, et puis c'est une question de pérennisation du système par répartition français. Ouais, ce n'était pas un luxe, c'était nécessaire, c'était nécessité. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron lors de son intervention à la télévision française hier midi. Vous êtes donc raccord avec le chef de l'État. Pourtant, les syndicats sont contre. Il y a peut-être une majorité des députés qui allaient être contre, on ne sait pas puisque le vote n'a pas eu lieu, et dans les études d'opinion, il y a une majorité de Français qui sont contre. Est-ce qu'elle est encore légitime, cette réforme des retraites, si elle est voulue par une minorité? Vous avez raison de dire que cette réforme est impopulaire, et on aurait effectivement aimé ne pas avoir à la faire. Mais quand vous êtes en responsabilité, comme c'est le cas du chef de l'État, comme c'est mon cas au Parlement français, eh bien, votre responsabilité d'élu, c'est de regarder la situation du pays et la situation de notre système de retraite. Et moi, j'ai pas envie, dans 10 ou 15 ans, si le système n'est pas réformé, que les gens se retournent vers nous et nous disent qu'est-ce que vous avez fait à l'époque ou qu'est-ce que vous n'avez pas fait. Donc cette réforme, elle est nécessaire et je vais vous dire, oui, elle est légitime. Elle est légitime parce qu'elle a été présentée par le président de la République au moment de sa campagne présidentielle. Pas dans tous les détails. Elle allait même plus loin que là où elle va aujourd'hui, puisqu'à l'époque, on proposait 65 ans, et là, on a fait un compromis avec les syndicats pour aller à 64 ans. Et puis moi, je l'ai présenté aux Françaises et aux Français qui sont dans ma circonscription en expliquant quel était le projet que je défendais pour l'élection législative. J'ai été élu, comme mes collègues, et donc nous sommes en situation de majorité relative à l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a eu le temps du compromis avec les syndicats, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et puis ensuite, le dialogue au Parlement. Il ne faut pas laisser penser qu'il n'y aurait pas eu de débat parlementaire, parce qu'il y a eu 175 heures de débat sur la réforme des retraites en France, c'est plus que sur toutes les autres réformes des retraites. Ouais. Et donc oui, moi, je pense que cette réforme est légitime. Mais au final, Pierre-Alexandre Anglade, il n'y a pas eu de vote. Est-ce que vous, député, vous ne regrettez pas de ne pas avoir pu vous exprimer, et à travers vous, les Français de l'étranger qui ont voté pour vous? Mais c'est pas dommage d'employer un 49.3, donc cette méthode qui permet d'éviter le vote sur un dossier aussi sensible, aussi important? Mais bien sûr qu'on aurait aimé voter. Et moi, j'ai défendu la possibilité d'aller voter. Mais il faut reprendre le fil de ce qui a été la discussion parlementaire ces dernières semaines et ces derniers mois. Nous n'avons pas pu aller au bout de l'examen du texte en première lecture à l'Assemblée nationale parce que la France insoumise, la NUPES, qui est cette alliance de gauche radicale maintenant en France, eh bien, a déposé notamment a déposé des milliers d'amendements pour empêcher d'aller au bout de l'examen du texte. Et puis ensuite, le Sénat, lui, a voté le texte. Et puis ensuite, ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, c'est la réunion des députés et des sénateurs se sont entendus sur un texte. Et donc, mais il n'y a visiblement pas eu de majorité pour faire passer ce texte, et donc on a préféré s'abstenir de voter. Oui, mais ensuite, vous savez, il y a un article de la Constitution qui permet au gouvernement d'engager sa responsabilité et de faire passer un texte, et ça fait partie de la Constitution, et c'est pleinement l'esprit de nos institutions. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir autant de troubles, autant de tensions, des risques d'incidents, des mouvements de grève qui vont sans doute faire mal à l'économie française, et un risque de dérapage dans la violence? Ça vous inquiète pas, ça? D'abord, si, mais toutes les violences nous inquiètent, et moi j'aimerais... La réforme vaut tout ça? La réforme est nécessaire, et donc oui, je pense qu'il faut poursuivre avec cette réforme, et en aucun cas les violences ne sont justifiées. Et d'ailleurs, moi je fais la différence entre les manifestants qui depuis plusieurs semaines manifestent calmement. Il y avait encore 1 million de personnes dans les rues hier. Dans le respect de l'ordre républicain, et les casseurs, qui sont des militants d'ultra-gauche, les antifas, les anarchistes, qui n'ont qu'un objectif, c'est pas la réforme des retraites, c'est d'abattre les institutions. Ouais, mais il n'y a pas que l'extrême gauche dans la rue, vous êtes d'accord? Mais c'est ce que je viens de vous dire. Je fais la différence entre les manifestants et les casseurs. Et donc moi, j'aimerais aussi qu'on puisse rendre hommage à nos forces de l'ordre, parce qu'il y a eu hier en France près de 500 policiers qui ont été blessés. Près de 500 policiers qui ont été blessés. Il y a eu près de 1000 feux qui ont été éclatés dans plusieurs villes de France. Et j'ai pas entendu beaucoup de partis politiques hier en France venir condamner toutes ces violences et apporter leur soutien aux forces de l'ordre. Donc Emmanuel Macron ne reculera pas, et il a raison de ne pas reculer. Il a raison, il a raison de reconnaître que le texte est allé au bout du processus démocratique et que nous sommes dans un état de droit. Et que lorsqu'un texte est adopté par le Parlement, il est pleinement légitime. Mais ensuite, s'il y avait eu un vote, la légitimité aurait été indiscutable et renforcée. C'est pas le cas aujourd'hui, Pierre. Il y a eu un vote au Sénat.
Il y a eu un vote en commission mixte paritaire. Il y a ensuite eu l'article 49.3 qui est venu engager la responsabilité du gouvernement. Et il y a ensuite eu des motions de censure déposées par les oppositions qui n'ont pas réussi à s'entendre pour trouver une majorité. Ça veut dire qu'il n'y a pas aujourd'hui une majorité alternative en France à la majorité actuelle. Alors, autre sujet qu'on voudrait aborder avec vous, le sommet européen en cours depuis hier à Bruxelles. Plutôt que d'avancer, on recule. C'est le message d'Antonio Guterres hier. Il parlait de la pauvreté, du manque d'éducation. Et il a dit on compte sur l'Union européenne pour avoir un rôle leader dans le monde. Il a raison de croire en l'Europe, Antonio Guterres ? Il a absolument raison. Je veux dire, aujourd'hui, quand on regarde le monde tel qu'il est, les défis absolument colossaux qui sont devant nous, le retour de la guerre, l'inflation, les prix de l'énergie qui augmentent, le péril climatique, tous ces défis sont européens. Et moi, je veux que les gens comprennent à quel point l'Europe a progressé ces dernières années. Depuis 2017, où le Brexit était là, où Bolsonaro, Trump voulaient mettre encore en pièces les accords climatiques. On a eu la guerre en Ukraine, on voit que ça ressoule les Européens. Grâce à ça, l'Europe est plus forte. Est-ce que demain, on va devoir faire un choix entre sauver le climat ou sauver la compétitivité ? Non, je ne crois pas. Et je crois qu'on peut, justement, il y a le sommet européen qui se tient aujourd'hui à Bruxelles est absolument décisif parce que ça doit être la réponse des Européens au plan américain qui vise à subventionner très fortement les industries vertes, qui fait peser une menace sur l'économie européenne et sur nos jobs de demain. Ça veut dire que concrètement, si on ne réagit pas, nous les Européens, alors toutes nos grandes entreprises, elles vont partir de l'autre côté de l'Atlantique et les emplois industriels verts demain partiront du continent européen. Et la vraie souveraineté européenne, notre véritable indépendance, elle se construit grâce à une industrie qui sera verte et décarbonée. C'est ça l'enjeu de ce sommet. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Européens vont devoir faire comme les Américains et subsidier les emplois de demain et les entreprises de demain. On a les moyens de le faire ou pas ? Oui, on a les moyens de le faire parce qu'aujourd'hui, vous avez par exemple 500 milliards de fonds européens qui n'ont pas été utilisés. Et donc ces milliards, ils peuvent être mobilisés pour venir en soutien de nos industries, notre industrie automobile évidemment, pour progresser vers l'électrique, les panneaux photovoltaïques, les batteries, tout ce qui doit faire l'énergie verte de demain et permettre à l'Europe de décarboner son industrie. Et donc c'est l'Europe qui va permettre aux États membres européens de faire ça. Pourtant l'Europe a toujours mauvaise presse, notamment en France. On dit que c'est de la faute de Bruxelles. On le dit, c'est vrai, mais on le dit un peu moins aussi parce que je crois que le président de la République, Emmanuel Macron, est certainement le président le plus européen de la Ve République. Et il a beaucoup, depuis 2017, défendu l'engagement européen de la France, l'indépendance de l'Europe avec nos partenaires européens. Et je crois que la mentalité évolue très rapidement dans notre pays. Merci Pierre-Alexandre Anglade, merci d'avoir été dans le studio de BX1 ce matin, député à l'Assemblée nationale en France, où vous représentez les Français de l'étranger, notamment la circonscription du Benelux.